sans plus tarder, je donne la parole à notre chère conférencière, Madame Rita, et vous souhaite une belle conférence. Et merci encore une fois de votre attention. Merci, Monsieur Jafar Debba. Donc, Madame Rita Stirn est née à Strasbourg, en France. Elle a fait des études d'anglais et de civilisation nord-américaine. Elle a enseigné l'anglais dans diverses universités en France, aux États-Unis et au Maroc. Percussionniste et membre fondatrice du festival Jazz d'Or de Strasbourg. Madame Rita Stirn a également fait des études d'arabe à l'université de Strasbourg et de Amman en Jordanie. Elle est aussi traductrice d'anglais, français et français-anglais. Donc, sans plus tarder, je donne la parole à Madame Rita. J'aimerais que vous l'accueilliez vraiment chaleureusement. Merci. Finalement, je crois que je vais rester debout. Moi aussi, je vais commencer par les remerciements. Et je remercie infiniment Monsieur Debba, le directeur de Dar el Maghreb, pour son invitation à venir présenter mon livre au Centre culturel marocain de Montréal. أنا سعيدة باش نقدم تعبي في دار المغرب في Montréal. Et donc je remercie bien entendu aussi toute l'équipe qui a organisé l'accueil, par exemple Rachida Eraji, Aziz Daouni et aussi Monsieur Nabil qui est le responsable de la médiathèque et qui travaillent tous ici avec beaucoup d'enthousiasme. Le Centre culturel marocain fera figure de pionnier pour les centres culturels du Maroc qui vont s'ouvrir par exemple à Paris et à Amsterdam notamment. Mon livre, Musicienne du Maroc, s'inscrit dans le mois de la femme marocaine parce qu'il est un hommage, comme l'a dit monsieur le directeur, au talent et au courage des femmes artistes marocaines. Merci à vous tous pour votre présence. Shukran jazilan. Alors, c'est vrai que je ne suis pas marocaine. Je suis devenue marocaine d'adoption. J'habite Rabat depuis 11 ans. J'y suis arrivée par ce poste à l'Université internationale de Rabat. Et l'idée de ce livre, la genèse du projet, prend ses racines dans le fait que j'ai toujours été sensible aux oubliés de l'histoire. Et les femmes en font partie parce que l'histoire n'a pas été écrite souvent à travers leur regard. Et donc l'idée de faire publier une série de portraits en texte et en images exclusivement de femmes musiciennes, interprètes et compositrices m'est venue lors d'un constat de leur faible visibilité à travers l'histoire, notamment dans les documents d'archives, les représentations artistiques actuelles, contrairement aux homologues masculins. Oui, ce n'est pas le travail d'une musicologue ni d'une ethnomusicologue, mais une approche sociologique du statut d'artiste au féminin dans la société marocaine. Donc ma démarche repose sur un choix de portrait fondé sur l'engagement, comme l'a précisé monsieur le directeur, un engagement professionnel, artistique, social ou politique. Je n'ai pas eu la possibilité d'envisager une anthologie de la musique marocaine, mais j'ai fait un choix arbitraire de musiciennes, de portraits, justement de femmes qui ne sont pas que musiciennes, mais qui ont également un autre rôle social par leur engagement. Ce livre a aussi été le travail d'une équipe avec monsieur Ahmed Aïdoun, qui est un musicologue marocain de notoriété internationale. Et bien sûr, il y a eu l'éditeur, monsieur Shraibi, des éditions Marsam, qui m'a fait confiance. Et notre priorité, à nous tous, a été la transmission du patrimoine musical marocain au féminin. Pour l'engagement artistique, peut-être certains d'entre vous connaissent la chanteuse Oum pour ses compositions musicales poétiques, ou bien pour l'engagement politique, je citerai Fatima Taba Amrant,
quatrième sur la couverture, ou bien l'engagement social, où beaucoup de noms me viennent à l'esprit, comme Samira Kadiri, qui est à la fois soprano et directrice du Centre culturel de Tétouan, Karima Skalli, chanteuse de la poésie soufie, qui donne régulièrement des concerts de bienfaisance, ou la chanteuse de rap Sultana, qui essaye de donner une voix aux femmes souvent restées silencieuses, comme dans son titre Sautensa. Et elle défend les valeurs de respect et de solidarité. Baharanda, qui dirige bénévolement une chorale de Rarnati à Rabat, et qui est allée, qui a été l'ambassadrice du Rarnati jusqu'en Azerbaïdjan, à Bakou. Alors, jadis, être chanteuse et musicienne rimait souvent avec une transgression des frontières familiales et sociales, et l'acceptation d'être à la fois aimée et détestée. Même si les temps ont changé concernant le statut des chanteuses et musiciennes dans la société marocaine, celles qui sont citées dans cet ouvrage m'ont révélé leur courage, leur ténacité et dans certains cas leur héroïsme dans la quête d'une liberté d'expression artistique, mais aussi d'une liberté individuelle. À présent, les musiciennes marocaines ont gagné leur place dans la profession sur le territoire national et sont devenues, pour les plus célèbres d'entre elles, les ambassadrices de la culture musicale marocaine sur les scènes internationales. Donc je voudrais aussi évoquer devant vous la place de la musique dans mon parcours personnel. Mon amour de la musique, que je dois aussi à mes parents, ne peut se concevoir sans un engagement personnel. Donc à ce titre, effectivement, j'ai participé à la création, à la naissance d'un festival de jazz qui a maintenant 30 ans d'âge. J'ai pratiqué la percussion pendant 4 ans en France et avec un maestro marocain qui s'appelle Mohamed Doukali. Et lui m'a toujours dit que les rythmes qu'il connaissait, c'était sa maman qui les lui avait appris. Et donc moi, dès que je suis arrivée au Maroc, j'étais déjà conditionnée pour observer les femmes qui pratiquaient la musique. Donc au Maroc, j'ai joué dans le cadre d'une association qui s'appelle Matissa et qui avait comme projet l'ouverture des jeunes Marocains à la musique afro-brésilienne. Donc je suis arrivée au Maroc en 2011 après avoir été recrutée à l'Université internationale de Rabat pour y enseigner l'anglais des affaires en master. Et après 3 ans, j'ai démarré ce projet de recherche et j'ai arrêté l'enseignement pour devenir traductrice freelance et me consacrer pleinement à ce travail et à sillonner le Maroc pour aller à la rencontre des artistes et découvrir la variété des styles musicaux. Donc le livre que j'ai entièrement financé moi-même est le résultat de plus de 3 ans de travail, mais il a été subventionné pour sa réalisation. Voilà pourquoi il est dans le format beau livre. Et la participation du musicien Ahmed Aïdoun m'a également honorée puisqu'il a validé mes choix musicaux. Mais ma validation la plus importante, ça a été celle du public marocain qui est venu écouter mes conférences lorsque j'ai présenté ce livre, et nous avons eu des échanges fort intéressants et très chaleureux. Cette thématique sur femmes et musique m'a déjà conduite au Pays de Galles, au Royaume-Uni, en 2017, pour un colloque sur les femmes compositrices et chefs d'orchestre. Au Maroc, donc, j'ai eu le plaisir de le présenter dans divers instituts. Et la clôture sera à la fête de la musique le 21 juin, où je finirai par une présentation à Rabat, également accompagnée d'une chanteuse. Il a circulé au Salon du Livre de Paris et prochainement je le présenterai à Tanger et à Marrakech. Mais ce dont je suis très fière, c'est qu'il va encore franchir d'autres frontières parce que je vais le présenter dans un colloque musique et société à Bakou en Azerbaïdjan en juillet 2018. La presse et les médias marocains ont salué mon travail avec des articles dans le HuffPost tel quel, Challenge, des émissions sur Radio 2M, Lux Radio et une émission sur le journal télévisé de Medi 1, ce qui représente une reconnaissance qui me va droit au cœur. Donc Femmes et musique est devenu un projet qui m'accompagnera désormais au-delà du Maroc et pour les années à venir.
J'en viens maintenant à la réalisation d'un livre sur la musique au féminin au Maroc. Ce livre, comme je vous l'ai dit, a pris des années parce qu'il est le fruit de rencontres. Je connaissais la musique arabe d'Égypte, du Liban et de Syrie, où j'ai fait mon voyage de noces, après lequel j'ai entrepris d'étudier la langue arabe, Fusha, mais il me restait à découvrir la spécificité de la musique marocaine. Donc j'ai fréquenté assidûment les festivals, salles de concert, pour découvrir, rencontrer des artistes, mais aussi les bibliothèques, pour connaître la diversité des styles musicaux. Dans ma vie quotidienne, j'ai observé les mariages, les fêtes familiales, souvent animées par des femmes, qui jouaient du bendir, de la tarija, et vous avez dans le centre ici des instruments traditionnels au dernier étage, et des artistes qui sont dans la générosité du partage, comme Feu Saïd Shraibi, joueur de oud internationalement connu, m'ont ouvert leur carnet d'adresses aussi, ou encore des journalistes, des critiques musicaux comme Mohamed Amskan, qui a également organisé des expositions à Rabat, entre autres. Donc ce projet, pour moi, était devenu quasi obsessionnel, et bien des Marocains et Marocaines que je n'ai cessé d'interroger m'ont généralement donné des pistes de recherche et de découverte sur le terrain. Donc mes étudiants m'ont fait découvrir par exemple Hindi Zahra, ou d'autres de mes collègues m'ont fait découvrir Samia Kadiri par exemple, et ainsi de suite, grâce à cette ténacité communicative, on va dire. Le livre aussi a un travail d'équipe avec l'éditeur, le musicologue, mais aussi un traducteur, une infographiste. Et vous voyez, le choix, par exemple, des médaillons sur la couverture, c'était une idée de l'infographiste pour l'idée de la visibilité des femmes. Et le choix de la couleur orangée ou orange pour donner la couleur marocaine à la fois de la terre et des oranges marocaines, par exemple. Et la réalisation du beau livre s'inscrit dans le cadre d'une politique culturelle ministérielle et également dans le sens de la traduction, parce que le livre est traduit en anglais et en arabe pour justement cibler d'autres publics à l'extérieur du Maroc. Fédérer des artistes dans un travail de mémoire et de reconnaissance du talent artistique des femmes a été le moteur de ma démarche, qui a contribué à la participation des artistes. Je n'ai essuyé aucun refus dans la mesure où peu de livres donnent une visibilité aux chanteuses et aux musiciennes, mais elles ont participé gratuitement et généreusement. Maintenant, je voudrais en venir à la diversité des styles de musique du Maroc. Et à ce sujet, je voudrais démarrer le PowerPoint. Voilà, donc ce PowerPoint, c'est pour vous montrer la diversité musicale. Par exemple, le Maroc est un des rares pays qui connaît depuis longtemps des femmes qui constituent un orchestre. Dans deux villes particulièrement, les villes de Chaouen et de Tétouan. Et j'ai eu l'occasion de les voir personnellement sur scène. Et ce qui fait très plaisir, c'est que la jeune génération est déjà intégrée dans les orchestres, ce qui veut dire que la mémoire et la passation de cet héritage est en bonne voie. Il y a également les Haddarat, qui depuis 2 ans connaissent un festival à Essaouira, le festival de la trance, qui s'est doublé aussi de conférences, et sont arrivés à Essaouira toutes des conférenciers, des personnes représentant une autre culture de la trance, servant à des thérapies individuelles ou collectives. Et c'est une personne qui s'appelle Latifa Boumazour qui a eu l'idée de ce festival et qui a professionnalisé les femmes qui chantent la hadra. Je parle également de la musique hassani. D'ailleurs, après avoir été à Montréal, je vais présenter le livre aussi à Mohamed El Rizlan du côté du Sahara.
et de montrer l'importance de cette musique où les femmes sont à la fois interprètes mais aussi percussionnistes. Elles jouent d'un tambour qui s'appelle la guedra et la danse se fait accroupie parce que c'est une tradition nomade des femmes qui dansent sous les tentes et elles ne marquent pas les pas, mais elles ont des gestes des bras, des mains et de la tête, des expressions du visage qui en font une danse extrêmement originale. Bien sûr, tout le monde connaît l'époque de l'âge d'or de la musique andalouse. Et j'aime beaucoup cette histoire parce que finalement la musique est arrivée avec Zirrieb pour ce qui est de sa transcription. Zirrieb arrivait de Bagdad et a été la première à constituer dans sa démarche la première mise en forme d'une écriture de la musique arabe. Et c'est lui qui a permis jusqu'à nos jours à ce qu'il y ait une transmission de cette musique écrite. Et au Maroc, effectivement, il y a beaucoup de femmes qui en sont les interprètes. Par exemple, Samira Kadiri ou bien Amina Alaoui. Et j'ai le plaisir de vous dire que avant-hier, je suis arrivée en taxi et le chauffeur était d'origine marocaine et il avait dans son taxi Amina Alaoui pour l'écouter régulièrement et interpréter le Rarnati. Voilà. Il y a également pour El Andalus le patrimoine partagé avec le patrimoine juif qui s'exprime en judéo-espagnol et aussi dans la langue qui est le ladino, la langue des juifs séfarades installés en Andalousie. Et cette tradition a voyagé dans tout le nord du Maghreb, mais le Maroc a une spécificité que n'a pas l'Algérie, par exemple, ni la Tunisie, parce que le Maroc a gardé un quart de ton qui n'est pas pratiqué dans les autres pays, parce que les autres pays ont été davantage influencés par la musique ottomane. Voilà, donc le Rarnati vient du terme Granada, et donc c'est la musique de Grenade, et à ce titre, Amina Alaoui d'ailleurs a souhaité vivre à Grenade pour continuer aussi son travail de musicologue. Le Malhoun, tout le monde voit qu'il s'agit d'une poésie populaire, mais aussi le chant de la poésie soufie. Et Karima Skali en est une représentante. Elle a réussi à faire chanter le Malhoun à Philadelphie, à Los Angeles, parce qu'elle faisait des cours phonétiques pour des adultes et des enfants. Donc à ce titre aussi, elle a fait voyager le Malhoun de l'autre côté de l'Atlantique. J'aime bien aussi parler de Zora El Fassia, qui est la doyenne des chanteuses représentées dans mon livre. C'est une femme artiste née en 1905 à Sefro et dont le répertoire est toujours chanté à l'heure actuelle. Certains d'entre vous connaissent peut-être Hakamama, qui est encore chanté au mariage. Et maintenant, finalement, on ne sait même plus qui l'a interprétée ou inventée au départ, parce qu'elle fait partie intégralement du patrimoine marocain qui a traversé les âges. Voilà, la musique populaire. Alors, avec Najet Atabou, j'ai tout de suite compris que c'était une personne controversée, parce que certains me disent « mais c'est pas possible, tu vas pas mettre Najet Atabou, elle ne peut pas se mettre à côté de quelqu'un qui chante la poésie soufie, etc. » Et moi, j'ai bien sûr maintenu la présence de Najet Atabou dans mon livre, parce qu'elle provoque de véritables raz-de-marée quand elle donne un concert, par exemple à Salé, dans le cadre de Mawazine. On va au concert de Najet Atabou de 7 à 77 ans et elle a été invitée à la cour du Palais Royal, notamment au moment du mariage de Si Moulay Rachid. Et
c'est une façon de reconnaître son talent de musicienne populaire qui parle au cœur des gens et qui continue à déplacer les foules. Naïma Sameh est très très appréciée aussi, et je crois que notre interprète ce soir va interpréter des chansons de cette grande chanteuse d'un réalisme social qui dépeignait aussi sa propre vie à elle. Saïda Fikri a émigré au Connecticut pendant les années de plomb, mais je l'ai interviewée lors de son passage à Maouazine, et nous étions sur la terrasse d'un hôtel dominant le Bourg-et-Greg, et la première chose qu'elle m'ait dite, c'est « Tu ne peux pas savoir à quel point le Maroc me manque ». Et d'ailleurs maintenant, elle revient de plus en plus souvent, et elle est originale dans le paysage musical marocain, dans la mesure où elle a gardé la fidélité de son public, même en étant partie 10 ans. Quand elle est revenue, les Marocains et Marocaines connaissaient encore ses chansons, et elle compose ses propres textes et elle s'accompagne à la guitare, et dans ce sens, c'est un peu une Joan Baez marocaine. Alors on passe maintenant à une nouvelle génération, les années 2000, et une jeune génération de chanteuses. Je dirais qu'elle représente le changement, parce que le changement, dans un premier temps, c'était de se démarquer de la musique égyptienne. Vous voyez, des grandes divas, Kalthoum, Férouz, Asmahan. Et maintenant, ces chanteuses revendiquent leur identité marocaine, et elles chantent dans toutes sortes de langues qui leur permettent d'affirmer leur composition. Ça peut être l'anglais, ça peut être l'amazigh, ça peut être la darija, et l'espagnol, le ladino, haketia. Donc c'est aussi, je vais en parler tout à l'heure, un changement radical par rapport à ce qui se pratiquait dans le show business au préalable. Les dernières générations, c'est celles qui figurent sur le dos de la couverture du livre. Ce sont des chanteuses qui ont entre 23 et 30 ans et qui ont mené de front des carrières musicales et des carrières professionnelles. Et à ce titre-là, cela montre aussi la force de caractère de ces femmes compositrices qui ont une double énergie à la fois artistique et professionnelle. Voilà. Donc j'en viens maintenant à ce que j'évoquais, langue et expression d'une identité. Le choix d'une langue dans l'expression du chant, de la poésie ou de la revendication, mais aussi de la transmission. À ce titre, je voudrais aussi, puisque je suis traductrice, souligner le travail de traduction des chants de la Tassaout. Donc ce sont les chants du Haut Atlas, par René Euloge, un Français qui arrivait au Maroc, déjà expert en Tachelhit, et grâce auquel nous avons une trace des magnifiques chants poétiques du Haut Atlas de Mrereda Naït Atik. Et à ce sujet, Kamal Ashkar, qui a fait un film sur ce personnage absolument fascinant et qui est très mystérieux, je vous invite à lire ces chants de la Tassaout. L'arabe classique, la darija, l'amazigh, le judéo-espagnol, le ladino, le haketia, le khaliji, par exemple pour le label Rotana, le français, l'anglais, toutes ces langues témoignent de la richesse et de la diversité musicale du Maroc. La question se pose de savoir pourquoi une chanteuse choisit de s'exprimer dans une langue, voire plusieurs langues, comme le fait par exemple, en darija et en hassani, en hommage à son père qui a des origines sahraouies. Ou bien Sappho, qui elle s'amuse beaucoup, elle fait d'ailleurs dans une même chanson, elle a recours à l'espagnol, à l'arabe, à l'hébreu, à l'anglais, ou Hindi Zahra qui chante en amazigh et en anglais, ou Samira Kadiri et Amina Alaoui, interprète donc de El Andalus, qui chante elle en arabe et en ladino.
Taba Amrant, comme militante, ne chante qu'en amazigh. Et je me suis intéressée aussi à une jeune chanteuse de 23 ans, Salma Sharif Khalifi, qui ne chante qu'en anglais pour l'instant, parce que je lui ai posé la question pour quelle raison elle ne chantait qu'en anglais. Et elle m'a dit, quand je chante en Darija, je trouve que ça fait Arobi. Et lorsqu'elle chante en français, elle trouve que ça fait trop scolaire et c'est un peu déjà entouré de barrières. Donc elle dit, pour elle, l'anglais lui donne une liberté d'expression. J'en viens maintenant au statut de chanteuse, compositrice et musicienne au Maroc. La question se pose, est-ce que devenir artiste est toujours un parcours du combattant ? Choisir d'être chanteuse et musicienne signifie travailler durement et avec ténacité pendant des années. Les jeunes générations de musiciennes en ont fait la preuve, qui sont parfois journalistes et chanteuses comme Jihan Bougrin, ou elles font des études universitaires en chimie comme la chanteuse de Malhoun de Tétouan, Zainab Feilal, qui est titulaire d'un doctorat. La situation financière des femmes artistes reste problématique pour beaucoup de musiciennes. À cet égard, le label Rotana a apporté une stabilité professionnelle à un certain nombre de chanteuses marocaines. Vous connaissez ce label, c'est un label qui existe aux Émirats. Et il a fallu donc à ces chanteuses quitter le Maroc pour bénéficier de meilleures conditions professionnelles et pour revenir avec un statut d'artiste reconnu et confirmé par un label. C'est par exemple le cas de Asma Lamanoir. Si une artiste est célibataire, il s'avère difficile souvent d'avoir un revenu régulier. Si elle est mariée, il vaut mieux que son mari soit son premier fan. Vous voyez pourquoi ? Pour qu'elle monte sur scène, pour qu'elle ait le temps de voyager, se déplacer, il doit se montrer compréhensif ou admiratif, selon. Alors, il existe actuellement une carte d'artiste qui sert à répertorier les artistes au Maroc. C'est déjà une bonne chose que les artistes soient répertoriés en tant que tels dans la société marocaine, mais il y a encore du chemin à faire pour le respect des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle et l'accès à une couverture sociale. Même en France, c'est pas gagné avec le statut d'intermittent du spectacle. Et voilà, donc être artiste, c'est toujours une leçon de courage et parfois de sacrifice qu'il faut accepter. Trop d'artistes âgés vivent encore dans un total dénuement, oui, et une amélioration des conditions d'enregistrement et de distribution et de programmation est en cours. Par exemple, il y a annuellement maintenant un festival qui s'appelle Visa for Music. Chaque année, c'est une manifestation, c'est pas exactement un festival, mais c'est une manifestation qui met en contact des artistes avec des producteurs, avec des labels, et c'est un immense succès parce que ça permet aux artistes marocains d'établir des passerelles professionnelles, et ça a lieu chaque année en novembre, et c'est une bonne chose pour avoir sa place dans l'industrie musicale. J'en viens maintenant à ma conclusion, qui est que la scène musicale marocaine est d'une magnifique vitalité, notamment la jeune scène musicale, comme l'atteste le succès du festival El Boulevard à Casablanca, largement dédié aux musiques de fusion, mais aussi d'autres festivals à travers tout le pays, qui favorisent la visibilité de jeunes talents. Et à ce sujet, monsieur le directeur m'a dit qu'il y a des projets en cours avec de jeunes talents marocains qui vont faire des projets avec des artistes québécois notamment. Et c'est dans l'air du temps d'établir ces passerelles. Le livre a été imprimé à Istanbul. Et il est, comme je le disais, désormais mon compagnon de voyage. Et à mon retour de Montréal, je vais effectivement aller jusqu'à Mohamed El Rizlen pour insister un peu davantage sur la spécificité des musiciennes du Sahara. Je voudrais aussi souligner la motivation des filles
pour des études musicales et la pratique d'instruments modernes, mais aussi traditionnels, comme le qanun et le luth, comme j'ai pu le constater en allant dans les conservatoires de plusieurs villes. Il y avait une joueuse, une soliste au qanun absolument extraordinaire à Meknès. Le temps fort et récurrent de mon travail aura été le constat d'un amour absolu de la musique chez la plupart des artistes. C'est un amour vital et créatif. Les chanteuses que j'ai rencontrées sont des femmes en mouvement, éprises de liberté, et je les appelle les muses du Maroc, qui donnent le tempo de la société et offrent aux Marocaines et aux Marocains une expression poétique de leur quotidien, mais aussi de leurs désirs et de leurs rêves. Merci à vous tous de votre attention. Merci à vous. Pour ceux qui souhaitent éventuellement acquérir le livre, je me ferai un plaisir de rédiger une dédicace. Mais avant de commencer, je voudrais déjà remettre un livre très officiellement à Monsieur le directeur, Monsieur Débat, à titre personnel. Et pour la médiathèque, je vais également remettre un livre pour que vous l'ayez en médiathèque pour les lecteurs et les lectrices. C'est bien entendu aussi en remerciement pour tout le travail d'organisation et que ce livre soit partagé. Merci beaucoup. Merci, Madame Rita Stern. Oui, c'est ça. Alors, le débat est ouvert. Si vous avez des questions pour Madame Rita Stern, pour son livre, vous êtes les bienvenus. Oui, c'est ce qui me fait toujours plaisir, ce moment d'échange avec le public. So, for the English-speaking guests we have here tonight, the book is also in English, you know, Morocco's women in music. And for me, this is the idea that the book should be traveling to other countries and also a non-Moroccan audience, which means that, you know, music is universal. Thank you very much for coming here. Oui, ah oui, ah oui. Merci beaucoup pour le public espagnol. Ouais. Du Mexique, ah oui. C'est un honneur pour moi de vous savoir ici. Merci beaucoup. Ah oui, ça doit être un signe du destin parce que quand j'ai atterri à Montréal, j'ai failli prendre la valise de quelqu'un du Mexique. Donc, je vous remercie d'abord pour votre présentation que je trouve très intéressante et merci. À travers votre présentation, je vois que vous vivez vraiment avec votre sujet. Vous nous avez fait voyager dans la culture musicale du Maroc. Et j'aimerais bien, pour être bref, j'aimerais bien vous poser une question. Est-ce qu'il y a c'est-à-dire, vous avez essayé de travailler sur les musiciennes marocaines, mais est-ce que vous avez remarqué qu'il y a une différence culturelle entre chacune des expériences? Est-ce que vous avez fait aussi une approche comparative entre les différentes régions d'où viennent ces musiciennes? Oui. Et sinon, je vous remercie parce que vraiment c'est très intéressant votre livre. Merci. Oui, absolument. Merci pour cette question qui me permet d'approfondir effectivement par des comparaisons, je dirais, l'aspect militant de certaines chanteuses. Si on prend les chanteuses d'origine amazigh comme la Raïssa du Souss, qui est Fatima Taba Amrant, le fait qu'elle soit parlementaire
et chanteuse fait que son message est très présent dans son aspect revendicatif, mais aussi dans l'affirmation de la constitutionnalité de la langue amazigh. Et donc, depuis son intervention au Parlement, les débats, ou les questions, plutôt les questions, qui portent débat, sont systématiquement traduites dorénavant en amazigh. Il y a aussi le fait que il y a des chanteuses qui se sont déplacées du régionalisme pour devenir plus universelles. Par exemple, je prends le cas de Hindi Zahra, qui au départ était née à Khorebga, qui chante en amazigh mais en anglais. Elle ne chante pas tellement en arabe, je pense parce qu'elle ne le maîtrise pas très bien, mais le choix amazigh anglais, je le trouve intéressant. Et j'ai une anecdote à raconter à son sujet, c'est qu'elle avait été conviée à Mawazine, au grand festival, et les responsables voulaient qu'elle chante sur la scène de Salé, qui est la scène marocaine et la scène arabe. Et elle a refusé, elle a dit non, moi vous me mettez sur la scène musique du monde. Parce que c'est ainsi qu'elle se considère comme une musique qui a dépassé le Maroc. Et les organisateurs n'étaient pas d'accord. Elle a renoncé au cachet de Mawazine et elle allait chanter à Knetra, à la place. Oui. Donc, oui, ce sont des affirmations très tranchées, pour répondre à votre question, qui vont au-delà du régionalisme, mais qui sont des positionnements bien affirmés. Et je continue à la citer dans un autre registre, c'est aussi le fait de prendre en main sa carrière musicale, de dire je vais être ma propre productrice, distributrice, et compositrice et interprète. Ce qui fait qu'elle contrôle tous les maillons de la chaîne et en ce sens est une artiste autonome. Merci. J'ai le droit de poser une question. Bonsoir. Oui. J'ai deux questions. La première, c'est que est-ce que vous n'avez pas eu l'idée de mettre une approche un peu spéciale en parlant des musiciens marocains du monde, les Marocains résidant à l'étranger. Oui. Là, vous avez parlé des Marocains qui vivent au Maroc ou pas seulement. ou des Marocains qui ont émigré. Oui. Mais il y a aussi des Marocains issus de l'immigration, des musiciennes marocaines issues de l'immigration qui sont nées à l'étranger, qui sont françaises d'origine marocaine ou anglaise d'origine marocaine ou américaine d'origine marocaine. Donc, est-ce que vous n'avez pas eu cette approche? Ma deuxième question, c'est que vous avez évoqué dans votre intervention que dans l'annuaire, si on peut dire, hein, des musiciennes marocaines, quand vous avez parlé des marocaines musiciennes juives, vous avez seulement évoqué les musiciennes marocaines qui ont un trait judéo-espagnol ou judéo-séfarade. Bon, c'est presque la même chose. Ça, le séfarade, c'est un rite. Bon. Mais aussi, il y a des Marocains juifs qui ont interprété par leur langue maternelle, qui est Darija. Oui, oui. Mais ça, vous ne l'avez pas évoqué dans votre intervention. En fait, il y a le Bédaouia. Oui. Hein? Oui, disons qu'il faut lire le livre. Moi, j'ai lu que votre intervention. Oui, d'accord. Donc, effectivement, dans ce sens-là, je n'ai pas approfondi, mais tout ça est dans le livre. Alors, je rebondis sur la dernière question concernant Raymond El Bidaouia, qui s'appelle à l'origine Abécassis, et donc qui est allé vivre en Israël sur la décision de ses parents à partir des années 60. Mais Hassan II en était très fan et elle reste très populaire au Maroc et elle est venue chanter encore l'année dernière à Rabat. C'est important votre question pour moi parce que derrière, j'ai à expliquer que j'ai été jusqu'à changer l'intitulé du livre. Donc, j'ai une chanteuse qui s'appelle Vanessa Paloma,
qui a un parcours qui est déjà digne d'une épopée. Donc, ses ancêtres expulsés d'Espagne en 1492, comme vous savez, l'expulsion des Juifs et après celle des musulmans, se sont installés à Tétouan. De Tétouan, ses ancêtres ont émigré au Panama et puis en Colombie. Donc elle, sa vie démarre en Colombie, où elle commence des études de musicologie et après elle va à Atlanta pour continuer des études de musicologie. Elle obtient une bourse Fulbright et elle vient au Maroc. Là, elle tombe amoureuse de monsieur Elbaz, qui devient son mari et le père de 2 enfants, de ses 2 enfants. Et le Maroc est l'endroit où elle a passé le plus de temps de sa vie maintenant, comme elle me l'a dit récemment. Mon livre devait s'appeler Musicienne marocaine. Et à ce moment-là, il y a eu des réserves à cause d'elle. Donc le comité de validation, on va dire, a mis à côté de son nom « pas encore marocaine », que Vanessa Paloma n'est pas encore marocaine. Donc voilà, moi j'ai insisté pour qu'elle figure dans le livre, parce que ça pose une question qui va au-delà de l'adjectif marocain ou marocaine, c'est est-ce qu'on peut devenir marocain ? Et donc si elle, en ayant un mari marocain, 2 enfants nés sur le sol marocain, qu'elle est impliquée personnellement dans la constitution d'archives du patrimoine marocain, est-ce qu'on peut estimer, parce qu'elle parle bien français, elle parle bien sûr l'hébreu, qu'elle n'est pas marocaine. Donc pour elle, j'avoue, j'ai changé le titre du livre, et c'est l'éditeur qui l'a proposé, Musicienne du Maroc. Sinon, il y a aussi, pour répondre à la première partie de votre question, la jeune chanteuse, il y a deux chanteuses au moins nées en Belgique. Par exemple, la journaliste Jihan Bougrin, qui écrit dans les Inspirations Écho, et cette autre chanteuse qui chante qu'en anglais, qui s'appelle Selma Khalifi, et une troisième que je trouve assez remarquable dans son parcours, aussi née en Belgique. Elle a fait partie, donc elle a été sélectionnée pour une école d'ingénieurs à Paris, et cette école d'ingénieurs avait une fanfare. Elle a fait partie d'un programme et d'un projet qui s'appelait Fanfare sans frontières. Et pendant 7 mois, elle a sillonné le monde avec cette fanfare. Et elle est allée au Népal, où elle a joué avec 40 cuivres, si vous voulez, sur scène à Katmandou. Ensuite, elle est allée à Madagascar, et puis elle est allée en Colombie. Et vous voyez, ça a été 7 mois consacrés rien qu'à la musique, mais elle est ingénieure. Et donc, elle revient avec l'idée de s'installer au Maroc. Et à ce moment-là, il y a la COP22. Et avec sa vivacité d'esprit et sa créativité, elle a inventé une application sur un smartphone qui est la géodétection des déchets, la géolocalisation des déchets non répertoriés. Et elle a obtenu un prix international à la COP22 pour sa créativité. Donc ce sont 3 jeunes femmes qui sont toutes nées à l'étranger, donc de double nationalité, mais qui n'ont pas grandi au Maroc. Mais elles ont choisi, par exemple pour Jihan Bougrin, de revenir vivre au Maroc. Et elle y est journaliste, comme je l'ai dit. Et c'est intéressant ce qu'elle chante sur l'entre-deux. L'idée d'être entre 2 cultures ou de 2 cultures. Et donc, et de dire, par exemple, dans le cas de la deuxième, qui est ingénieure, qui s'appelle Selma aussi, de dire, voilà, je consacre 7 mois de ma vie rien qu'à la musique. Et ça aussi, c'est un parcours, vous voyez, de passionné. Et je les trouve assez exemplaires. Alors, Sappho, par exemple, n'a pas été classée avec les musiciennes juives parce que d'ailleurs, un de ses albums s'appelle Universel. Mais c'est sûr qu'elle a un point de vue intéressant là-dessus parce qu'elle dit « Moi, j'aime bien qu'on me nomme juive arabe ».
ou arabes juives. Parce qu'on dit bien les arabes chrétiens ou les chrétiens arabes qui vivent en Palestine, par exemple. Et donc c'est intéressant aussi de voir ce que Sappho a à dire sur la notion d'identité, qui est une notion mobile, qu'il n'y a pas d'identité figée. Que l'identité trop figée, ça mène au fanatisme. Et nous avons eu des échanges intéressants à ce sujet. Et le fait même d'être à Montréal, vous voyez, et d'avoir Dar el Maghreb et de toutes les passerelles, je trouve que c'est le témoignage concret de toute cette vitalité des identités en mouvement. Non, vous levez et vous pouvez. Ouais, il faut parler devant. Je vous donne le micro et j'ai une question. Bonsoir. Donc, j'aimerais vous remercier pour ce livre qui est magnifique. C'est moi. Et l'interprétation, alors, on voit que c'est une conférencière qui a l'habitude de faire des cours. Ça, on le voit. Moi, j'ai une question. Moi, je suis prof de français aussi. Oui. Et ça m'a intrigué, votre choix. Pourquoi les musiciennes? Alors, est-ce que parce que vous défendez la cause de la femme ou bien tout simplement parce que vous êtes une féministe? Et pourquoi ça aurait pu être les musiciens, les figures, les grandes figures de la musique traditionnelle? Oui. Voilà. Alors, Merci. oui, comme je l'ai dit, c'était un choix. Le titre, c'est l'éditeur qui a proposé les musiciennes, parce que moi, j'avais envie d'appeler le livre plutôt les muses du Maroc. Aussi en hommage à la poétesse grecque Sappho, par exemple, et surtout l'importance de l'éducation artistique. Et d'ailleurs, à ce titre, j'ai choisi la jeune interprète Salma Khalifi parce que elle a participé à un projet financé par l'ONU d'aller dans des écoles et de défendre la carrière artistique. Donc, par exemple, si un jour tu voulais devenir artiste, eh bien que tu puisses aller au bout de ton idée. Et ça aussi, c'était important de dire que on doit croire à sa motivation première, et c'est un beau projet. Alors donc voilà, l'idée des muses comme du temps où l'éducation artistique faisait partie de toute l'éducation humaniste, par exemple. Alors pour votre question, oui, c'est un choix, les femmes. Parce que j'ai dit au début, au Maroc, il y a une visibilité pour les hommes en peinture. C'est les gnawa, c'est généralement des représentations très masculines. Et les femmes sont dans les peintures en train de servir le thé ou dans des scènes un peu folkloriques aussi, ramassées, qui ne sont pas folkloriques du tout dans leur quotidien ou qui ne l'étaient pas, ramasser le bois. Et elles sont toujours dans des tâches. On ne voit pas de femmes peintes en train de jouer du bendir, alors que c'est leur instrument. Voyez, ou de la tarija. Donc on ne voit pas de femmes représentées dans une interprétation artistique. Et ça, c'était, je dirais, mon souci premier, qu'il y ait une visibilité du talent des femmes dans l'expression artistique et dans la pratique de l'instrument ou de plusieurs instruments. Et c'est pour ça que j'ai adoré aller dans les conservatoires et observer la pratique d'instruments pour voir cette vitalité-là, que des femmes maintenant s'expriment par la musique, par les instruments, et aussi de dire qu'il y a une mixité, que d'ailleurs, la journée de la femme, j'ai présenté mon livre à un café littéraire et j'ai tenu à ce que ce soit un homme qui présente, qui fasse le modérateur. Parce que vous voyez, il n'y a pas de journée des hommes, il n'y a que la journée de la femme. Donc, nous vivons ensemble, et dans cet éclairage, j'ai souhaité que les femmes aient plus de visibilité, et j'ai choisi de ne parler que des femmes. Et au début, j'avais une ambition à caractère électronique. J'aurais voulu qu'il existe une cartographie
musicale du Maroc, vous voyez, qui est la carte du Maroc. On appuie sur Tétouan, on voit les orchestres féminins de Tétouan. On appuie Casablanca, on est la Marsa ou d'autres chants typiquement de la région de Casa, ou Marrakech, ou bien le Sousse, etc. Donc ça, c'était mon idée d'avoir une cartographie musicale, mais c'était beaucoup trop ambitieux, et c'est vrai que j'avais pas du tout le potentiel de faire une anthologie de ce type. Et pour moi, après, donc j'en suis venue à non seulement parler de femmes, mais d'un certain type de femmes qui sont donc non seulement dans la musique, mais aussi dans l'engagement politique, social et artistique en particulier. Voilà. Bonjour, merci beaucoup pour votre travail, mais surtout la synthèse que vous venez de nous en faire. J'aimerais savoir, votre démarche a beaucoup porté sur donc, ces musiciennes, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de gens qui pratiquent la musique, mais certainement, et vous l'avez un petit peu laissé entendre dans votre anecdote sur Najat Atabou, vous avez certainement été amené aussi à réfléchir sur la réception du travail de ces femmes, et j'aimerais peut-être vous entendre un petit peu sur ce qui a pu émerger de votre terrain à cet égard. Alors effectivement, c'est un travail où l'éditeur et le musicologue avaient leur mot à dire, et il y a des choses que j'ai pas pu écrire. J'étais en train de prévoir une diatribe contre le manque de moyens dans certains conservatoires, des choses comme ça. Oui, donc ça a été écarté parce que c'était pas le propos de parler de la politique culturelle ou des instances institutionnelles. Donc la réception, vous parlez du fait que je dise que je n'ai pas essuyé de refus. Et c'est vrai que moi, je n'ai pas pu rémunérer les musiciennes qui ont participé. Je leur ai offert le livre et elles ont toutes participé spontanément parce qu'elles ont adhéré à mon projet, si je puis dire. C'était de figurer dans une reconnaissance, de se côtoyer réunis, vous voyez, parce qu'on a tendance à croire que les artistes ne travaillent pas dans la solidarité. Or, ce n'est pas le cas. Il y a des artistes qui chantent en duo, par exemple, notamment algériennes et marocaines, parce que c'est important de passer les frontières, puisqu'elles sont fermées politiquement. Donc, il y a toute une série de raisons qui font que la plupart des femmes, elles ont toutes participé au projet à partir du moment où je leur ai proposé. Et vous savez, il y a aussi un éclairage de l'époque de Nasser Iwan. Bon, vous n'étiez pas né, mais tout le monde parlait des hommes de Nasser Iwan, ou du groupe Lem Shaheb, ou bien du groupe Gil Gilala. Et en fait, les femmes n'avaient pas la part belle. Donc, les femmes comme Saïda Birouk, vous voyez, pourraient écrire leur vie, parce qu'elle a expliqué qu'elle a quitté l'école à 15 ans, travaillé avec des métiers à tisser, et avec un ensemble, avec les femmes autour, avec le bruit du métier à tisser, clac, clac, et tout ça, elle faisait des rythmes. Et donc, c'est devenu pour elle l'apprentissage de la rythmique, et c'est elle qui a joué des congas, par exemple, à Lem Shaheb. Et c'est intéressant, ouais, de voir que... Et c'est pas seulement intéressant, c'est significatif et en même temps un peu triste, c'est que maintenant le groupe Lem Shaheb s'est reconstitué, je l'ai vu programmé à Essaouira, et Saïda Birouk n'y est pas. Donc... il y a tout ce mouvement Nasser Iwan qui a donné sa place à une identité marocaine qui s'inscrivait dans la modernité. On les a appelés les Rolling Stones du Maroc. Mais les femmes n'ont pas suivi la même évolution de visibilité par rapport à ce mouvement des années 70. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? D'accord? Ouais.